tardes ya en México. Vamos a tener esta sesión extraordinaria, especial, de nuestro homenaje a Charles Baudelaire, con la presencia de un conferencista pues, muy especial, un querido amigo mío de mi época de Estrasburgo, el profesor Arnaud Tomés, especialista en Sartre y en Castoriadis, autor de varios libros sobre el uno y el otro, que pues cualquier lector curioso puede consultar en las librerías en línea. Tengo aquí mi lista, se las leo, ¿no? En el 2001 publicó Le Vocabulaire de Sartre, o sea, un útil de investigación muy útil, ¿no? En 2002, con Philippe Cabestan, publicó un libro sobre Sartre, ¿no? Sartre se titula el libro. En 2005, Les Sujets, o sea, un libro sobre el sujeto, este gran tema, pues una gran síntesis para orientarnos en torno a este gran tema de la filosofía moderna, contemporánea. En 2007 colaboró con nosotros en Descartes Vivo, en el colectivo Descartes Vivo, con un diálogo entre Descartes y Sartre. Hoy nos acompaña para establecer el diálogo entre Baudelaire y Sartre, ¿no? como uno de los pocos y más destacados especialistas en Sartre que tenemos en nuestro tiempo. En 2012 publicó el libro Karl Marx et l'Histoire, Carlos Marx y la historia. En 2015, Castoriadis, l'imaginaire, le rationnel et le réel, o sea, Castoriadis, el imaginario, lo racional y lo real. Y en 2016, con Philippe Comière, Cornelius Castoriadis, reinventer la política après-Marx. Cornelius Castoriadis, reinventar la política después de Marx. Arnaud Tomé, desde la época en la que yo estaba allí terminando mi doctorado, pues enseña en la Universidad de Estrasburgo y, como les decía, es un muy querido y apreciado, muy querido amigo y muy apreciado investigador. Bienvenido, Arnaud. Gracias. Merci pour cette invitation et lo siento porque no hablo espagnol. Donc, je vais donc faire ma conférence en français. Et merci pour cette invitation. Hein. Je suis vraiment ravi de retrouver Juan Carlos, qui est un très bon ami. Et donc, je vais vous parler de Baudelaire au miroir de Sartre, donc du livre de Sartre sur Baudelaire. Sartre n'a consacré qu'un bref essai à Baudelaire. Conçu comme une préface à ses œuvres intimes, il a ensuite été publié comme un ouvrage à part entière en 1947, même si Sartre l'a par la suite désavoué, le considérant comme, je cite Sartre, une très mauvaise étude. Cet essai n'en a pas moins fait couler beaucoup d'encre parmi les admirateurs de Baudelaire. On ne compte plus les réactions outrées aux analyses du philosophe existentialiste, qu'il s'agisse de celles de Georges Blin, par exemple, hein, pour citer un très bon connaisseur du théâtre et de Baudelaire, de Georges Bataille ou d'Yves Bonnefoy. Sartre n'aurait rien compris à Baudelaire, ni à l'essence de la poésie. Si, dans La part du feu, Maurice Blanchot commence par affirmer que l'analyse sartrienne suscite de sa part peu de réserve, il n'en fait pas moins par la suite le reproche à Sartre d'avoir négligé ce qui fait l'originalité de Baudelaire. Le fait que, je cite, cette vie a aussi mérité les fleurs du mal, qu'elle est à l'origine d'une des œuvres les plus puissantes de son siècle et de l'histoire de la poésie. Quant à Georges Bataille, s'il commence par reprendre dans La littérature et le mal la thèse sartrienne selon laquelle Baudelaire a choisi d'être en faute, c'est pour mieux considérer que ce choix n'est, là aussi je cite Bataille, ni un choix par défaut, ni une erreur. Je me demande, précise Bataille, un tel choix n'est-il pas celui de la poésie?
Donc, qu'on cherche à défendre Baudelaire contre les interprétations de Sartre peut sembler légitime, tant le Baudelaire de 1947 nous apparaît aujourd'hui moins comme une étude impartiale que comme un pamphlet, dont le but premier est la démystification d'un génie. Alors même que Baudelaire s'imposait comme le plus grand poète de son époque, et une victime injuste du conformisme et du moralisme de son siècle, Sartre prend le contre-pied de toutes ces entreprises de réhabilitation. Son texte est clairement iconoclaste. Il s'agit bien d'en finir avec la légende du poète maudit, qui vécut dans la misère, fut injustement condamné par la justice et par la police des mœurs d'une époque pudibonde, et mourut dans la souffrance, la pire des morts pour un artisan du verbe. On connaît le verdict du procureur Sartre. Baudelaire eut la vie qu'il méritait. Celle-ci fut de part en part, librement choisie. Il n'y a donc nulle pitié à avoir, nulle sympathie pour ce poète bien peu révolutionnaire, ce complice objectif de la bourgeoisie et de l'ordre moral, qui l'ont pourtant si sévèrement jugé. Cet enfant gâté, dont le satanisme n'est qu'une inoffensive posture. Face à de telles critiques, une question se pose, ou plutôt s'impose. Pourquoi tant de violence? S'agit-il simplement du plaisir qu'on éprouve à démolir les idoles? Et pourquoi Sartre s'en prend-il si vivement à un écrivain dont il cite par ailleurs très peu les poèmes, comme si l'œuvre de Baudelaire n'avait pas plus d'intérêt que sa vie? N'entrerait-il pas aussi quelque masochisme dans cette volonté sadique de détruire ce que tant de lecteurs vénèrent? Donc, nous nous efforcerons de montrer dans cette intervention qu'il y a en effet bien plus de points communs entre Sartre et Baudelaire qu'on pourrait le penser a priori. Et que cette hargne que le philosophe français manifeste à l'égard du poète est en partie une hargne à l'égard de soi, ou plutôt à l'égard d'une certaine idée de l'écrivain qui fut indéniablement celle de Sartre. Baudelaire au miroir de Sartre, c'est aussi Sartre se contemplant dans le miroir de Baudelaire. Baudelaire renvoie alors à Sartre une image dont il veut désormais se démarquer, celle du grand écrivain, victime de son temps, et dont la souffrance serait le gage du génie. Le narcissisme confine alors à la haine. Donc je commencerai dans un premier temps par rappeler quelles sont les thèses fondamentales de Sartre à propos de Baudelaire dans son étude de 1947. Puis nous verrons en quoi Sartre construit, à travers la figure de Baudelaire, une sorte de contre-modèle à la figure de l'écrivain, engagé qu'il construit à la même époque, notamment dans ses articles des temps modernes et dans son ouvrage « Qu'est-ce que la littérature ?» Que conserver alors de cette approche qui, loin de procéder par sympathie, s'efforce au contraire de construire un objet de répulsion, Baudelaire, en procédant à un jugement moral, là où on aurait attendu plutôt un jugement d'ordre esthétique. Alors je commence par ma première partie. Dans son essai sobrement intitulé Baudelaire, Sartre procède en philosophe. Il cherche à déconstruire un préjugé, celui qui veut que Baudelaire n'ait pas eu la vie qu'il méritait. Génie incompris, condamné par une justice insensible à son talent, mal aimé par sa mère, son entourage et même ses maîtresses. Au final, victime de la syphilis et mort prématurément, Baudelaire a vu se déchaîner sur lui les pires fléaux. Loin d'être seulement le plus grand poète de son temps, Baudelaire apparaît comme la figure même du poète maudit, qui apparaît avec les romantiques, avec Vigny et avec Nerval, puis se poursuit tout au long du XIXe siècle. Comme l'écrit Mathilde Labbé dans un très bel article, à partir du début du XXe siècle, sa vie et son œuvre sont envisagées par les poètes et les critiques comme un sacrifice, voire un martyr, qui place les modernes en situation de débiteur et transforme le récit de son existence en un mythe d'une force particulière. Désormais, dans un discours qui prend la forme de la déploration, le malheur de l'existence de Baudelaire apparaît comme le signe et même la preuve de son génie. Éluard écrit par exemple dans son miroir de Baudelaire « Toutes les puissances du malheur se sont rangées de son côté.
Ce goût du malheur fait de Baudelaire un poète éminemment moderne. La publication de la correspondance de Baudelaire, puis des ouvrages intimes, dont le Baudelaire de Sartre constitue à l'origine une simple présentation, confirme ce sentiment que la mauvaise fortune s'est abattue sur le poète. Authentique catholique que l'on prend pour Satan, être profondément moral qui passe pour un dépravé. Mauriac va jusqu'à comparer dans ses mémoires intérieures Baudelaire au Christ. Poète frappé par la foudre, ange foudroyé, on ne compte plus les formules qui construisent le mythe d'un auteur qui n'a décidément pas eu la vie qu'il méritait. C'est ce mythe du poète malheureux, de la victime d'un sort injuste, auquel s'attaque Sartre, qui, après quelques mots de compassion, au début de l'ouvrage, formule en bon disciple de Nietzsche un doute. Je cite, « Pourtant à la réflexion, un doute surgit. Si l'on considère l'homme lui-même, il n'est pas sans faille, ni semble-t-il, sans contradiction. Ce pervers a adopté une fois pour toutes la morale la plus banale et la plus rigoureuse. Ce raffiné fréquente les prostituées les plus misérables. Il affiche du mépris et même de la hargne pour les graves personnages qu'on a chargés de sa tutelle. Pourtant, il n'a jamais cherché à se délivrer d'eux, ni manqué une occasion de subir leurs admonestations paternelles. Est-il donc si différent de l'existence qu'il a menée? Et s'il avait mérité sa vie? On comprend d'emblée tout ce qui irrite Sartre dans le discours pathétique de la critique, dressant le portrait d'un Baudelaire subissant un sort funeste. C'est l'idée absolument contraire aux thèses de l'être et le néant, d'une existence que je ne choisirais pas, qui me serait imposée comme un destin. Le malheur est étymologiquement la mauvaise fortune, dont je ne serais par conséquent pas responsable. Au-delà même de son désir nietzschéen de briser une idole, Sartre n'a jamais vraiment goûté le sacré, qu'on sacralise les valeurs chrétiennes ou le poète maudit, cela revient au même. Ce que refuse Sartre, c'est que l'on considère l'existence comme étrangère à celui qui la vit, que l'on oublie que le choix est avant tout choix que l'on fait de soi. C'est là tout le principe de la psychanalyse existentielle, dont Sartre fait la théorie dans la 4e partie de l'être et le néant, et dont le Baudelaire est la première application à un cas particulier. Conformément au principe de la psychanalyse existentielle, Sartre va montrer que toutes les caractéristiques de la personnalité de Baudelaire, son narcissisme exacerbé, sa servilité, son conformisme moral et social, son dolorisme, sa haine de la nature ou son dandysme, pour ne retenir que quelques traits, dérivent d'un choix originel que l'auteur des Fleurs du Mal a fait de lui-même au cours de son enfance. Le schéma décrit par Sartre et reconduit dans les autres études de psychanalyse existentielle à propos de Jean Genet ou de Flaubert, est très simple. Baudelaire était un enfant choyé par sa mère. Advient en 1828 le remariage avec le général Opic. Baudelaire est alors mis en pension. Il découvre ainsi sa contingence et sa gratuité, et décide dès lors que cet isolement qui le place en dehors du monde est son destin. Exclu du cercle familial, petit ange redevenu simple mortel, jeté violemment dans le monde parmi les autres, Baudelaire choisit de revendiquer cette altérité irréductible. Pour citer Sartre, Baudelaire s'est fait un autre que sa mère, avec qui il ne faisait qu'un, et qu'il a rejeté, un autre que ses camarades, inconscients et grossiers. Il se sent et veut se sentir unique, jusqu'à l'extrême jouissance solitaire, unique jusqu'à la terreur. C'est ce que résume très bien aussi une autre formule de l'étude de Sartre. Baudelaire, c'est l'homme qui a choisi de se voir comme s'il était un autre. Sa vie n'est que l'histoire de cet échec. Il faut donc cesser de voir Baudelaire comme l'innocente victime de puissances fatales liguées contre lui. Bien au contraire, Baudelaire a décidé librement de se conformer à l'image que les autres avaient de lui.
il a délibérément choisi de s'installer dans l'aliénation. Si le stade du miroir nous renvoie une image illusoire de nous-mêmes, selon la thèse de Lacan, Baudelaire va se complaire dans cette image, jusqu'à participer aux rumeurs qui font de lui un pervers, un dégénéré, un inverti. Certes, remarque Sartre, Baudelaire, lorsqu'il décrit l'homme comme déchiré entre deux forces, dont l'une le porte vers le haut, Dieu, et l'autre l'attire vers le bas, Satan, a parfaitement conscience de la gratuité de son existence et de la possibilité de transcender sa facticité. Ce qu'il décrit en termes religieux n'est autre que l'intuition de sa liberté. Mais cette liberté lui fait peur, dans la mesure où elle implique l'imprévisibilité et la possibilité de s'échapper à soi-même. Baudelaire veut être à la fois la victime et le bourreau. Eoton timoroumenos, selon la terminologie grecque, reprise par Baudelaire. Il ne supporte pas que quelque chose échappe à sa maîtrise. Il va donc fuir sa liberté et se réfugier dans la mauvaise foi. C'est ainsi que, paradoxalement, ce grand créateur ne cherchera pas à inventer de nouvelles notions morales. Il ne s'efforcera pas de subvertir les catégories de la religion, mais il les reprendra au contraire à son compte. Ce qui frappe ainsi Sartre à propos de son procès, c'est que Baudelaire n'y critique pas les principes au nom desquels on le juge, et qu'il va même jusqu'à les revendiquer. Il a accepté toute sa vie de juger et de laisser juger ses fautes à la commune mesure, regrette Sartre. Ce poète qui sent le soufre, qui passe pour le plus grand des immoralistes, qui fréquente les prostituées et décrit avec complaisance la laideur et l'abjection dans ses poèmes, est l'homme le plus conformiste qui soit. C'est que la grande liberté créatrice émerge dans le néant. Elle lui fait peur. Angoissé par sa liberté, incapable de se voir autrement que dans les yeux des autres, Baudelaire en reste au stade de la révolte contre les valeurs de la société et ne va pas jusqu'à l'attitude révolutionnaire. Or là où le révolté a besoin des abus de sa société pour s'en affliger, le révolutionnaire les abolit. Baudelaire ne veut pas aller jusque-là. Il a besoin de trouver sa place dans un univers qu'il conçoit comme théocentrique. C'est la place du pécheur et du coupable qui lui confère un statut au sein de la hiérarchie des êtres. Ce que Sartre reproche donc à Baudelaire, c'est de n'avoir pas su trouver sa place dans le monde, ou de n'avoir su la trouver qu'en s'installant dans l'attitude de l'enfant coupable, découvert et jugé sévèrement par les adultes, qu'il s'agisse de sa mère, de ses éditeurs, de ses créanciers, ou des juges qui ont condamné les fleurs du mal. Là où l'orgueil du créateur aurait dû lui dicter d'inventer de nouvelles valeurs, de redéfinir le bien et le mal, Baudelaire accepte de recevoir ces valeurs d'autrui. Il régit sa vie selon des principes d'une navrante puérilité, pour reprendre l'expression de Sartre, l'hygiène, la méthode. Il ne remet pas en question la nécessité de la famille, de la patrie et de la religion. Son idéal, attirer les yeux d'une géante, se voir par ses yeux, ne plus être qu'un objet, un animal domestique, comme l'exprime son poème « La géante ». Ce regard, c'est évidemment, selon Sartre, qui retrouve ici les thèses de la psychanalyse, aussi bien que ses propres considérations sur le rapport inauthentique à autrui, celui de sa mère, du général Opic, et du Dieu omniscient, celui qui voit tout jusqu'au plus profond de notre intériorité. Le rapport de Baudelaire à la religion est à cet égard révélateur. Mystique fervent durant sa jeunesse, puis perdant la foi, il n'en conserve pas moins la fonction de Dieu. Quand bien même Dieu n'existerait pas, la religion serait encore sainte et divine, écrit-il de manière significative. Tout ceci est l'indice, encore une fois, d'un comportement puéril, celui de l'enfant coupable que Baudelaire ne cesse d'être. Puérilité
Voilà bien le terme que Sartre utilise le plus fréquemment pour qualifier l'attitude de Baudelaire. On pourrait multiplier les citations. Baudelaire se conduit comme un enfant boudeur qui tape du pied. Baudelaire n'a jamais songé à détruire l'idée de famille, bien au contraire. On pourrait dire qu'il n'a jamais dépassé le stade de l'enfance, etc. Ou encore à propos du satanisme de Baudelaire. Qu'est-ce au fond que le satanisme de Baudelaire, sinon le symbole des enfants désobéissants et boudeurs, qui demandent au regard paternel de les figer dans leur essence singulière, et qui font le mal dans le cadre du bien pour affirmer leur singularité et la faire consacrer. Nous arrêterons là notre florilège, mais la critique est redondante. Ce pervers polymorphe n'a jamais dépassé l'économie libidinale de l'enfant, resté au stade sadico-anal. Il aime transgresser la loi, mais c'est pour mieux qu'on la lui rappelle, et qu'on le fasse apparaître ainsi comme le coupable idéal. Au fond, comme en témoigne sa correspondance avec sa mère, que Sartre cite amplement, Baudelaire cherche toujours à plaire aux adultes, puisqu'il ne peut attirer leur regard par ses qualités. C'est en jouant un Satan de pacotille qu'il trouvera sa jouissance suprême. Mais le cas Baudelaire, tel qu'il est examiné par la psychanalyse existentielle, est plus complexe. Mu par un orgueil délirant, voulant être son propre fondement, Baudelaire ne peut pas non plus accepter d'être le pur et simple objet du regard des autres. Il aurait certes pu assumer sa liberté en choisissant une existence authentique, celle que décrit Sartre dans ses cahiers pour une morale, qui sont rédigés au même moment que le Baudelaire. Accepter sa finitude et la nécessité d'inventer sa propre vie, tout en construisant un autre rapport à autrui, un rapport de générosité, dans lequel l'autre cesse d'être un objet sous mon regard, ou un regard qui fait de moi un objet. Mais Baudelaire choisit tout au contraire d'endosser librement son aliénation. Il tente d'intérioriser cette chose qu'il est pour autrui, en faisant un libre projet de soi-même. Il ne faut donc pas croire que Baudelaire aurait renoncé à cette liberté, ou qu'il aurait été réifié par le regard de l'autre. Tout l'intérêt du Baudelaire de Sartre, si on y voit un livre de philosophie morale plutôt qu'une étude littéraire, tient dans le fait que Sartre y démontre qu'on peut choisir librement son aliénation. Baudelaire veut deux choses contradictoires, ce qui est le propre de la névrose. Il voudrait être libre, mais dans le cadre d'un univers déjà formé, où les valeurs sont données. D'un côté, il revendique le droit de n'agir que pour des fins qui sont les siennes, mais d'un autre côté, il veut se dissimuler la gratuité de ses choix, en acceptant les valeurs traditionnelles de la morale et de la religion. Il ne reste qu'une seule voie à sa liberté, écrit Sartre, choisir le mal. Ne pouvant inventer, Baudelaire pourra au moins blasphémer, transgresser et choquer. Toute la dernière partie du Baudelaire va donc s'efforcer de montrer que les attitudes existentielles adoptées par le poète, son antinaturalisme, sa froideur, son dandisme, sont dictées par ce choix paradoxal. Nier l'ordre établi, mais tout en conservant cet ordre. Ce qui permet à Baudelaire d'être à la fois la victime de cet ordre et le bourreau qui jouit de cette condamnation. Le sadomasochisme est la structure libidinale fondamentale de Baudelaire. Son dolorisme, son culte de la souffrance et des passions tristes, qui en font l'archétype du poète malheureux, s'explique par ce désir d'être puni, parce que coupable. Baudelaire aurait pu revendiquer le mal, à l'instar du marquis de Sade, au siècle précédent. Mais il préfère s'installer dans la souffrance et le remords, à propos duquel Sartre note avec acuité que c'est lui qui fait de l'acte un péché. Un crime dont on ne se repent pas n'est plus un crime, mais tout au plus une malchance. Baudelaire recherche le malheur. Sartre affirme par exemple qu'il a tout mis en œuvre pour ne pas être élu à l'Académie française. Il faisait courir sur lui-même des bruits susceptibles de l'humilier. Il cherchait à faire croire qu'il était pédéraste ou fou. Comme Baudelaire l'écrit lui-même dans Fusée, quand j'aurais inspiré le dégoût et l'horreur universelle, j'aurais conquis la solitude. De même, il s'installe avec délectation dans la douleur,
qu'il s'agisse de la souffrance physique ou de la tristesse morale, et ceci dans un double but: se venger, donner des remords à sa mère, qu'il a abandonnée pour un autre homme, et se présenter comme un être d'exception, puisque la souffrance est, selon Baudelaire, une forme d'ascèse qui fait la valeur d'un homme, l'indice d'une âme exceptionnelle. Qu'on ne s'y trompe pas. Il ne s'agit pas pour Sartre d'en rester à un portrait psychologique. Le philosophe existentialiste veut, à l'aide des indications de la psychanalyse existentielle, comprendre le fait poétique baudelairien lui-même et le contenu de ses œuvres littéraires. Ainsi peut-on voir dans l'aversion pour la nature, qui est l'un des thèmes récurrents de l'œuvre baudelairienne, le refus de toute forme de gratuité, qui rappellerait à Baudelaire sa contingence. Si l'homme prend peur au sein de la nature, écrit Sartre, c'est qu'il se sent pris dans une immense existence amorphe et gratuite, et le caractère universel partagé de son existence. Ce qui est naturel nous renvoie à ce que nous avons de commun avec les autres hommes, alors que Baudelaire, lui, veut se choisir. Là où la nature incarne la fécondité, Baudelaire se veut stérile. On connaît son culte de la froideur, que Sartre interprète comme une manifestation de narcissisme. La froideur, c'est Baudelaire lui-même, cet être stérile et gratuit, qui ne veut être subordonné à aucune fin utilitaire. La femme froide joue également un rôle important dans la structure libidinale de Baudelaire. Il s'agit d'un schéma a priori de la sensibilité baudelairienne, qui fonctionna longtemps à vide et qui sut par la suite se choisir des réalisations concrètes. La femme froide est l'incarnation sexuelle du juge. La femme froide incarne la pureté de celle qui n'est pas touchée par le péché. Elle permet à Baudelaire de spiritualiser ses pulsions, qui seraient sans cela du côté de la nature, et de transformer le désir charnel en un amour de tête, qui est davantage représenté que vécu. Même le dandysme baudelairien, qui pourrait être considéré comme un geste authentiquement créateur, est considéré par Sartre comme une imposture, puisque Baudelaire n'a en réalité pas les moyens financiers d'être un dandy, lui qui a très tôt dilapidé son héritage. Sartre considère que le dandysme est gratuit sans doute, mais il est aussi parfaitement inoffensif. Il ne bouleverse aucune des lois établies, et la classe au pouvoir préférera toujours un dandy à un révolutionnaire. Le dandysme apparaît ainsi comme l'une des formes du projet originel de Baudelaire. Être à soi-même son objet, se sculpter comme une œuvre d'art afin de prendre possession de soi. Mais plus qu'une création, le dandysme de Baudelaire apparaît comme un comportement essentiellement réactif. Cette réaction n'est pas, selon Sartre, seulement un phénomène psychologique, mais aussi un phénomène social. Il est une réaction personnelle au problème de la situation sociale de l'écrivain. L'écrivain est en effet devenu un parasite dans la société bourgeoise du XIXe siècle, comme l'exprime si bien Vigny dans sa pièce Chatterton. Le dandysme apparaît en ce sens comme une réaction bien dérisoire de Baudelaire au déclassement de l'écrivain en général et à son propre déclassement. Il n'est autre que la recherche désespérée d'une image valorisée de soi, que l'on pourrait contempler de l'extérieur, mais qui n'en aurait pas moins été composée par soi. Sartre en conclut de manière étonnante, pour un auteur qui affirme que l'homme est condamné à se faire, que Baudelaire poursuit l'idéal impossible de se créer soi-même. Sartre entend sans doute par là que Baudelaire aimerait être à la fois en soi et pour soi. C'est-à-dire qu'il aimerait être au fondement de sa propre existence, en occultant toute la facticité de son être. Le seul moyen pour lui d'y parvenir, cesser d'exister, au sens de renoncer à toute ouverture à l'imprévisible et à la contingence. Dès 1846, l'essentiel de la vie de Baudelaire est déjà joué, affirme Sartre. Il a dépensé sa fortune, écrit la plupart de ses poèmes, contracté la syphilis, donné une forme définitive à ses relations avec ses parents et amis. Critique de la notion de progrès, disciple réactionnaire de Joseph de Maistre, Baudelaire
n'est tourné que vers le passé, le remords, la plainte. Ce passéisme, souligne encore une fois Sartre, est une tentative pour fuir la liberté, puisque je ne peux rien changer au passé. C'est d'ailleurs dans ce rapport au passé que Sartre trouve l'essentiel du fait poétique baudelairien. Il le montre dans l'étude qu'il fait des images et des symboles de la poésie de Baudelaire. Son idéal, rappelle-t-il, serait un objet existant au présent, avec toutes les caractéristiques d'un souvenir. Ce peintre de la vie moderne n'est en réalité qu'un nostalgique. Il ne faut donc pas s'étonner de la déchéance finale de Baudelaire. Elle est la conclusion logique d'une vie vécue à reculons, au cours de laquelle le poète a très vite brûlé ses cartouches. Après la fanfarlot, il ne fait que se répéter selon Sartre. Au lieu de se faire, Baudelaire aura passé sa vie à se défaire. N'en doutons pas, cette vie misérable qui nous paraissait aller à volo, nous comprenons à présent qu'il l'a tissée avec soin. Pour le dire brièvement, cette vie, il l'a méritée. J'en arrive donc à ma deuxième partie, puisque nous n'avons donné ici qu'un bref aperçu des analyses de Sartre, qu'il développe longuement avec la virtuosité qu'on lui connaît. Mais notre objet n'était pas de faire un résumé du Baudelaire, seulement de voir quelles en étaient les thèses principales, qui se résument en réalité à une proposition. Baudelaire a choisi de rater sa vie. La question se pose alors de savoir pourquoi Sartre s'acharne avec une telle véhémence, avec une telle violence contre l'auteur des Fleurs du Mal. Comment expliquer que ce texte de présentation des œuvres intimes de Baudelaire tourne à ce point au jeu de massacre? Qu'est-ce qui répugne à ce point à Sartre dans le personnage et la vie du poète français, dont il juge pourtant parfois les vers admirables? Certes, à s'en tenir à une analyse superficielle, ce que Sartre rejette avec violence dans la posture de Baudelaire, c'est sa mauvaise foi, c'est cette propension à se donner comme une victime du destin, alors que ce destin, c'est Baudelaire qui l'a choisi. Nous retrouvons ici les positions bien connues du philosophe existentialiste, pour lequel nous sommes condamnés à nous inventer, et pour lequel toute invocation d'une essence apparaît comme une lâcheté. Baudelaire n'échappe pas à cette nécessité, qui est propre à tout être humain de se faire. Mais il a choisi d'exister comme il était pour les autres. Il a voulu que sa liberté lui apparût comme une nature. Il a voulu que la nature que les autres découvraient en lui leur semblât l'émanation même de sa liberté. Ce que Sartre reproche à Baudelaire, c'est donc ce qu'il reprocherait à tout homme de mauvaise foi, de fuir sa liberté, d'être le complice de son aliénation. Pire, de la cultiver, de jouir secrètement des affres du poète maudit, ce qui témoigne d'un terrible esprit de sérieux. Il y a trop de plaintes et de dolorisme dans la littérature de Baudelaire pour un homme aussi joyeux que Sartre, dont l'ambition féroce lui donne envie de dévorer le monde. Mais ces considérations restent trop générales. Nous pensons que si Sartre s'en prend avec autant d'acharnement à Baudelaire, ce n'est pas seulement pour des raisons philosophiques, c'est aussi parce qu'il se reconnaît d'une certaine manière dans cette image que lui renvoie le miroir baudelairien. Nous rejoignons donc ici Lacan pour voir dans l'agressivité une structure spéculaire, un effet de miroir. Les ressemblances entre Sartre et Baudelaire sont à cet égard trop troublantes pour ne pas être évoquées. Cet enfant qui est au centre des regards, en particulier ceux de la mère, avant de chuter de son piédestal lorsque celle-ci se remarie, c'est Sartre lui-même, tel que nous le présentent les mots. Ce petit Dieu au sein de l'univers domestique, déchu de sa position supérieure pour redevenir, lorsque le beau-père de Sartre déménage à La Rochelle, un enfant parmi les autres et comme les autres, c'est encore Sartre. Celui-ci sait de quoi il parle lorsqu'il évoque l'orgueil de Baudelaire, lorsqu'il le décrit comme un homme penché sur soi comme Narcisse. De fait, Sartre s'est très vite lui-même senti un destin exceptionnel. Il a voulu, lui aussi, se distinguer du commun des mortels. Il entre donc dans ce jeu de massacre un soupçon et même une forte dose de masochisme.
Ce que Sartre déteste en Baudelaire, sa puérilité, son désir d'être l'objet des autres, d'être admiré, étymologiquement de se mirer dans les yeux des autres, c'est justement tout ce qu'il est, ou plutôt ce qu'il a longtemps été. Mais le Baudelaire n'est pas seulement un règlement de compte avec soi, c'est aussi un règlement de compte avec une certaine image de l'écrivain, à laquelle Sartre s'est identifié jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La lecture des carnets de la drôle de guerre, rédigés de novembre 1939 à mars 1940, lorsque Sartre est mobilisé sur le front alsacien, ne laisse aucun doute sur l'ambition de Sartre. Devenir l'un de ces grands écrivains du XIXe siècle dont il lit avec passion les biographies. Il explique dans le carnet 3, à la date du 1er décembre 1939, qu'il est sujet à ce qu'il appelle avec une grande lucidité l'illusion biographique, qui consiste à vivre sa vie comme si elle était déjà écrite. En somme, comme si l'on pouvait prendre sur elle le point de vue de la mort. Sartre, il fut persuadé que la vie qu'il vivrait serait semblable à une vie telle que l'a racontée les biographes. La vie qui doit se faire, écrit Sartre, elle est déjà prétracée dans ma tête. C'est la vie d'un grand écrivain, telle qu'elle paraît à travers les livres. Il y a cette confiance magique au fond. Pour avoir la vie d'un grand écrivain, il suffit seulement d'être un grand écrivain. Mais à quoi ressemble alors la vie d'un grand écrivain tel que la fantasme Sartre? Elle est une vie pathétique. Il y avait de la solitude et du désespoir, des passions, de grandes entreprises, un grand temps d'obscurité douloureuse, et puis la gloire avec son cortège d'admiration et d'amour, écrit Sartre. Sartre avoue avec honte son goût pour le Jean-Christophe de Romain Rolland, qui retrace la vie de Jean-Christophe Kraft, un musicien allemand, qui va jusqu'à lui faire venir les larmes aux yeux, lui si peu enclin au sentimentalisme. Ce que Sartre retient de ce roman, qu'il sait pourtant mauvais, c'est que c'est l'histoire d'un artiste qui souffre, mais dont la souffrance sera au final rachetée par la musique qu'il compose, par l'œuvre d'art. C'est encore l'écrivain romantique, marqué par les souffrances et les chagrins, qui constitue le modèle de Sartre. Il ne cite certes pas Baudelaire, mais Shelley ou Poe, qui illustrent assez bien le mythe du poète maudit. Ce qu'il y a de plus frappant dans cette définition très stéréotypée que Sartre donne de la vie d'écrivain, c'est qu'elle est nécessairement ratée, perdue d'avance, dit Sartre. Il y a certes ce jour de gloire, évoqué dans le passage que j'ai cité, mais ce jour de gloire n'est qu'une tragique méprise. Sartre cite la formule d'Amiel à propos de Moïse. Tout homme a comme lui sa terre promise, son jour de gloire et sa fin en exil. Et il en tire la conclusion suivante. Par Dieu, la vie était ratée, parce qu'elle se terminait toujours par un échec. Seulement, il y avait le jour de gloire, méprisable jour de gloire, bien entendu, puisqu'il se terminait en défaite. On comprend toute la fascination que Sartre a pu éprouver pour la vie d'un Baudelaire, puisqu'elle concentre en elle tous les clichés dont il se délecte pourtant dans ses carnets de la drôle de guerre. Il y manque sans doute le jour de gloire, même si la reconnaissance d'Hugo, de Vigny ou de Sainte-Beuve ne permettent pas de dire que Baudelaire fut un poète totalement méprisé ou ignoré. Mais pour le reste, chagrin, souffrance et même échec final viennent illustrer la vie nécessairement misérable du grand écrivain. Certes, Sartre affirme déjà dans ses carnets qu'il est pleinement convaincu qu'une telle vie n'est pas subie, mais qu'elle est le fruit de la liberté, ou en tout cas d'une certaine idée de la liberté, qui est, je cite de nouveau Sartre, la caricature de la liberté hegelienne, se garder libre pour réaliser en soi et par soi l'idée de grand homme. Mais à l'époque, Sartre ne conçoit pas encore la liberté comme cette possibilité de transcender sa situation, de rebattre les cartes, pour changer la donne et déterminer les conditions du jeu. Cette liberté est conçue comme liberté du grand homme, libre pour son destin, qui prend naturellement le visage de la fatalité pour tous ceux qu'il rencontre sur sa route.
C'est ce qu'il séduit, d'ailleurs, dans la philosophie pathétique de Heidegger, dont il décrit la rencontre dans le carnet 11. Une telle vie, même si elle est nécessairement ratée, on la mérite donc, car on se détermine pour elle, on l'a choisie. Baudelaire est donc l'archétype du grand écrivain, tel que l'imagine Sartre en 1939. Il illustre jusqu'à la caricature la tragique destinée du créateur, de cet homme seul qui est aussi Roquentin dans La Nausée, en proie à l'incompréhension des bourgeois. Seule l'œuvre d'art peut réellement sublimer cette vie ratée et accorder à l'artiste un salut qui ne viendra pas de Dieu, mais de la littérature. Sartre a lui-même suffisamment évoqué cette névrose de l'écrivain qui fuit sa finitude en cherchant l'immortalité par l'art, pour qu'il ne soit pas nécessaire de s'y attarder. Pourquoi alors s'acharner tellement sur Baudelaire en 1947 ? Et surtout sur le mythe qu'il a fait naître, et dont Sartre était lui-même dupe. Pourquoi Sartre lui reproche-t-il des attitudes qui étaient pourtant les siennes ? Celle de poursuivre l'idéal impossible de se créer soi-même, qui n'est autre que l'idéal esthétique du jeune Sartre, qui combine cette image romantique avec un certain aristocratisme nietzschéen, ou encore sa certitude d'avoir un destin qui le conduit à vivre sa vie comme si elle était déjà finie. C'était pourtant, comme nous l'avons vu, le propre de l'illusion biographique dont Sartre souffrait lui-même. Il aurait donc pu faire preuve d'une certaine compassion, d'une sympathie qui apparaît d'ailleurs nécessaire lorsqu'on cherche à comprendre un artiste. Ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre, disait Spinoza. Sartre a pourtant délibérément choisi de détester Baudelaire. On pourrait expliquer une telle attitude par le fait que Sartre est justement revenu de l'illusion biographique, qu'il a dû, par la force des choses, renoncer à l'idée que toute vie était ratée. De fait, Sartre, en 1947, est au sommet de sa gloire. Et il est reconnu aussi bien comme écrivain que comme philosophe. De plus, Sartre a changé de conception de la liberté. Il ne souscrit plus à la conception heideggerienne selon laquelle on doit résolument se déterminer pour son destin. Si la liberté suppose l'acceptation de sa situation, l'assomption de son passé par exemple, c'est bien moi qui détermine le sens de ce passé. Surtout, la philosophie de la liberté de Sartre est devenue une philosophie de l'engagement et de l'action, comme en témoigne la 4e partie de L'être et le néant, ou encore la conférence de 1945 sur l'existentialisme. Toutes ces notions de destin et de fatalité sentent désormais la mauvaise foi. Sartre ne reproche d'ailleurs pas tant à Baudelaire son fatalisme que d'avoir voulu jouer sur les deux tableaux. Baudelaire a d'un côté un sentiment très fort de sa liberté de créateur, de son indépendance, mais d'un autre côté, sa certitude d'avoir un destin est l'excuse perpétuelle qu'il donne de ses fautes et la ruse qu'il choisit pour alléger le fardeau de son autonomie. La sentence n'est plus celle d'un philosophe ou d'un critique littéraire, mais plutôt celle d'un moraliste. Toutefois, nous pensons que c'est surtout parce qu'il a changé son idée du grand écrivain que Sartre s'en prend avec tant de violence à Baudelaire. Sartre est aussi, en 1947, celui qui défend la position de l'écrivain engagé, la responsabilité de l'écrivain face à son époque. Or, Baudelaire, c'est celui qui prétend n'être pas de ce monde. Anywhere but out of the world, pour reprendre le titre d'un poème, des paradis artificiels. En dépit d'un moment de fièvre en 1848, on sait que Baudelaire refuse de s'engager politiquement. L'émeute, tempêtant vainement à ma vitre, ne fera pas lever mon front de mon pupitre, écrira-t-il dans Les Fleurs du Mal. Un tel retrait du monde pourrait se comprendre de la part d'un poète. Dans Qu'est-ce que la littérature ? Sartre distingue d'ailleurs soigneusement la poésie de la prose, en remarquant que le poète et le prosateur ne font pas du tout le même usage du langage. Le poète s'est retiré d'un seul coup du langage instrument. Il a choisi une fois pour toutes l'attitude poétique qui considère les mots comme des choses et non comme des signes. Le poète ne se sert pas du langage pour parler du réel, mais constitue son propre univers, comme si les mots étaient des réalités en soi.
C'est pourquoi Sartre estime qu'il y aurait une sottise à vouloir engager le poète alors qu'il est légitime de demander au prosateur, qui use des mots comme de signes, de tenir un discours sur le monde. Pourquoi alors reprocher à Baudelaire son conformisme moral, politique et social? Pourquoi lui reprocher d'être un disciple de Joseph de Maistre? C'est qu'il y a pour Sartre une autre forme d'engagement qui concerne tous les créateurs. Ce n'est pas un engagement politique circonstanciel, pour ou contre la Révolution de 1848 ou la Commune par exemple, mais c'est un engagement pour la cause de la liberté. L'écriture est, selon Sartre, une double manifestation de la liberté. Elle est d'abord la liberté de créer un monde, d'inventer non seulement des personnages, des récits, mais aussi des techniques littéraires. Elle est ensuite la liberté de proposer au lecteur une expérience de la liberté, en lui offrant de participer à la production de l'œuvre. Il faut voir l'acte littéraire comme un acte de générosité, dans tous les sens du terme. Le sens usuel comme le sens de Descartes. N'est-ce pas, Juan Carlos? Là où Baudelaire est impardonnable, là où il commet ce que Sartre n'hésite pas à appeler une faute, c'est qu'il n'a pas été à la hauteur de cette exigence de liberté. Il a tout d'abord abdiqué sa propre liberté, en s'installant dans l'image que les autres avaient de lui, en se plaçant en tutelle de sa mère, de ses critiques, de ses créanciers. Cet homme a toute sa vie, par orgueil et rancune, tenté de se faire chose aux yeux des autres et aux siens propres, résume Sartre. Mais là n'est pas le plus grave. Le pire est que Baudelaire a abdiqué de la liberté créatrice de l'écrivain, qui bouscule les normes et les valeurs. Satan a besoin de Dieu pour être damné. Le pécheur a besoin de normes morales pour pouvoir les transgresser et s'en sentir coupable. La jouissance masochiste se fait donc au prix d'un renoncement à l'autonomie. Une telle attitude est d'autant plus inexcusable que Baudelaire se présente comme un poète subversif qui a choisi le mal. Or, non seulement ce mal reste bien inoffensif, dans l'ensemble, il a conçu le péché avant tout sous la forme de l'érotisme. Les 1000 autres formes du mal, la trahison, la bassesse, l'envie, la brutalité, l'avarice, tant d'autres choses encore, lui sont demeurées tout à fait étrangères. Donc, non seulement ce mal reste bien inoffensif, mais il ne remet pas en question le primat du bien, ou d'une certaine conception du bien que Baudelaire partage avec ceux qui l'ont condamné. Il y a bien loin entre Baudelaire et le voleur et authentique pédéraste Jean Genet, auquel le Baudelaire est dédié, et qui sera l'objet d'un admiratif Saint-Genet, comédien et martyr. Sartre a sans doute été frappé et déçu, comme bien des lecteurs des écrits intimes de Baudelaire, de l'image que le poète donne de lui-même dans Fusée ou Mon cœur mis à nu, celle d'un authentique chrétien, mal compris par son siècle. Était-ce bien là le démoniaque Baudelaire? Bon fils, bon catholique, bon citoyen, l'homme n'était pas à la hauteur de l'artiste. Le XIXe siècle avait été celui des avant-gardes, des révolutions poétiques, de la remise en question des normes esthétiques et morales. En regard de cela, Baudelaire apparaît comme l'archétype du petit bourgeois timoré, cette figure dont Sartre a toujours cherché à se démarquer. C'est encore soi que Sartre voit dans le miroir que Baudelaire lui tend. Sa violence est alors d'autant plus grande qu'il a voulu tuer l'enfant gâté qu'il fut et qu'il a remplacé par l'écrivain engagé en 1947. Je conclus. En définitive, il nous semble que nous comprenons mieux la violence avec laquelle Sartre traite Baudelaire. Il y a beaucoup de haine de soi et de ses anciens idéaux dans ce règlement de compte. Certes, les analyses précises que Sartre fait de l'antinaturalisme baudelairien, de son dandysme, de son culte de la froideur du passé, restent pertinentes. Lorsque Sartre entre enfin dans les dernières pages de son étude, dans
l'analyse du fait poétique baudelairien. Il quitte enfin la posture du procureur pour s'efforcer de comprendre l'artiste, sa symbolique, son imaginaire. Mais cela est de courte durée, puisque tout l'effort de Sartre tend à la démonstration d'une seule et unique thèse: Baudelaire a mérité la vie qu'il a vécue. Étrangement, Sartre n'a pas songé à dissocier davantage l'artiste et l'homme, comme préconisé de le faire Proust dans son Contre Sainte-Beuve. Il n'a pas admis que l'on puisse être un grand écrivain et un petit homme. On l'expliquera sans doute par le fait que Sartre préfaçait les écrits autobiographiques de Baudelaire, qu'il avait pour ambition de démontrer la pertinence de sa psychanalyse existentielle. Il n'empêche que les jugements de Sartre apparaissent aujourd'hui comme bien moralisateurs. Que nous importe au fond de savoir si on mérite sa vie ou pas? Cela a-t-il d'ailleurs un sens? N'y a-t-il pas quelque illusion à faire comme si on pouvait vivre sa vie autrement qu'on ne l'a vécue, comme si nous étions les auteurs de nos vies? Une chose est sûre, et je finirai là-dessus, quelque médiocre et méprisable que soit la vie vécue par Baudelaire, il reste l'auteur d'une œuvre dont la grandeur est inestimable, et c'est sans doute ce qui nous importe le plus aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, cher Arnaud, pour cette conférence tellement solide, tellement riche, tellement profonde, tellement interpellante, interpellatrice, enfin, désafiante, n'est-ce pas, Juan Carlos? Tout à fait, tout à fait. Je suis ébloui, vraiment. C'est la pénétration du regard de Sartre sur Baudelaire. Vraiment, vous nous avez fait revivre un peu le texte de Sartre d'une façon très vivante, surprenante et vraiment j'ai beaucoup d'idées dans la tête. Je ne pourrais pas exprimer tous mes émotions que j'ai ressenties en écoutant votre conférence. Vraiment, je suis si heureux et je voudrais pour l'instant écouter Juan Carlos faire quelques remarques et je penserai pour faire quelques observations et commentaires sur votre conférence. Mais merci beaucoup. Merci, ça me touche beaucoup. Merci. C'est toujours un moment difficile après une conférence passer au dialogue. Debo decir a las personas que nos acompañan, primero disculparnos de no haber preparado la traducción, de tener que concentrarnos sobre todo en la lengua francesa. Le decía yo al doctor Orejudo que bueno, tenemos un par de horas para aprovechar la presencia del doctor Tomés, y entonces pues vamos a sacarle, vamos a explotarlo todo lo que podamos. Espero que la mayor parte de las personas que nos acompañan hayan podido seguir el texto. De cualquier forma, vamos a poner a su disposición en la página de Facebook de la facultad, vamos a poner a su disposición la traducción y también pues los comentarios, por lo menos la síntesis del diálogo que vamos a emprender ahora. Y aquí estaremos también el doctor Orejudo y un servidor de mediadores para los que necesiten mediador. Si hay quien nos acompaña y habla el francés, pues adelante, está invitado a sumarse a la conversation. Pour engager la conversation, je dirais qu'il y a tout un jeu de miroir, n'est-ce pas? Il y a Baudelaire qui se regarde d'un pot, d'un Edgar Allan Poe, n'est-ce pas? Qui fait les portraits justement de cette grande artiste qui, sa vie ratée, il ne la méritait pas.
n'est-ce pas? Et que, voilà, il y a Sartre qui se regarde dans Baudelaire. Mais déjà, justement, Sartre, tu disais, Arnaud, qu'il est très cruel vis-à-vis de Baudelaire, parce qu'il est très cruel vis-à-vis de soi-même. Mais c'est pas l'impression que j'ai eue en lisant les mots. N'est-ce pas? Il est très dur, mais je crois qu'il y a une reste d'amour propre, d'amour de soi dans les mots, n'est-ce pas? Et de fait, c'est le texte de Sartre que j'aime le plus. Moi aussi. Et je crois qu'il peint assez bien une personne, voilà, une personne avec ses défauts, avec ses jugements sur soi-même, mais que... Enfin, donc, dans ce jeu de miroir, enfin, tu m'as déjà répondu avec un mot, mais quelques mots davantage donc, sur cet autre portrait, sur ces confessions de Sartre, que sont les mots. Oui, alors, je trouve que c'est un texte dans lequel Sartre est effectivement moins cruel, c'est-à-dire que je trouve que dans les mots, il y a une certaine forme quand même un petit peu de tendresse presque à l'égard de soi, parce que c'est le vieux Sartre. C'est-à-dire au fond, c'est quand même Sartre qui a renoncé, ou qui est en train de renoncer à la littérature, le Sartre des mots. C'est quand même quelqu'un qui, au fond, quelques années plus tard, va dire dans un colloque qui est resté célèbre que la littérature ne peut rien lorsqu'on voit un enfant mourir de faim. Et qu'au fond, la littérature est un luxe. Je crois qu'il a abandonné cette croyance qui est la sienne au moment où il écrit le Baudelaire, dans cette capacité à changer le monde qui est celle de la littérature. Donc au fond, il se regarde dans les mots avec quand même un peu plus de bienveillance. Je dirais pas d'amour propre, même s'il y en a toujours, bien sûr, chez Sartre, mais avec une certaine forme quand même de bienveillance, parce qu'au fond, il y a beaucoup d'humour dans les mots. Je trouve que dans le Baudelaire, il n'y a pas beaucoup d'humour. C'est même assez méchant, quoi. Il faut le dire. Alors que dans les mots, Sartre, finalement, n'a pas ce regard extrêmement critique qu'il a à l'égard de Baudelaire. Pourquoi? Parce qu'il a fait le deuil, d'une certaine manière, de ce en quoi il croyait en 1947. Il croit vraiment que l'écrivain, en s'engageant, peut changer le monde, peut changer le regard de ses lecteurs. Et je crois qu'en 1962 et 63, quand il écrit les mots, il n'en est plus du tout à ce stade-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup ce texte. D'une part parce que Sartre est extrêmement lucide à son égard. Donc ça veut dire d'ailleurs qu'il n'est pas complaisant. Quand je dis bienveillant, ça ne veut pas dire complaisant. Et puis d'autre part, voilà, il est capable de comprendre ce qui l'amène à devenir un écrivain. C'est au fond, s'il avait dû réécrire le Baudelaire après avoir écrit les mots, je pense qu'il n'aurait plus écrit le même texte. Là, c'est vraiment un règlement de compte, comme je dis dans ma conférence. Voilà. Oui, c'est peut-être comme tu dis bien qu'à l'époque de Baudelaire, il s'agissait de faire tomber une idole, n'est-ce pas? Alors que dans les mots, c'est déjà donc c'est recul sur soi, c'est confession. Oui. L'idole est tombée, il ne croit plus dans la figure du grand écrivain. Entre tanto, ¿hay alguien más que quiere sumarse a la conversación? Oui, il y a un point que je voudrais... Sí, adelante Luis Miranda, adelante. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la conferencia, sumamente interesante. Yo no hablo francés, pero bueno, he tratado de seguir un poco la lectura. Mi pregunta la puse aquí en el chat.
y es sobre la idea del ganar y del perder, y sobre la idea de la creación. Mi pregunta es, ¿cómo hace Baudelaire para conciliar pues tanta soledad, tanto sufrimiento y llevarlo a la poesía? Es decir, ¿cómo considera usted, Arnaud, que él se hace poeta? O sea, ¿cómo pasa del proceso de sufrimiento, de dolor, de ausencia, y cómo lo lleva hacia la poesía? ¿En qué momento, en qué considera usted que se hace presente eso? No sé si lo puse ahí escrito, por si no me explico correctamente. Gracias. Donc, il dit qu'il pense à l'idée de gagner et de perdre, et entre ces deux pôles, il se demande comment fait Baudelaire pour concilier cette vie de souffrance, de cette preuve, avec la création poétique, si je viens synthétiser. Tocayo, no sé si se me quedó algo por ahí. Voilà, c'est ça. En ce qui concerne Baudelaire, ça, je pourrais difficilement répondre parce que je connais quand même beaucoup mieux Sartre. Donc, ensuite, je pense que la souffrance, c'est quand même un grand stimulant à la création. Hein. C'est-à-dire, au fond, donc l'écriture, déjà, peut être vue elle-même comme une forme de souffrance. Hein. Pas simplement chez Baudelaire, mais par exemple chez Flaubert, c'est très évident. Cette difficulté à écrire, c'est quelque chose comme une sorte de... C'est devenu une sorte de lieu commun, d'ailleurs, un petit peu de la littérature. Hein. Et puis, bien sûr, chez Baudelaire, c'est quand même une thématique essentielle, hein, il me semble, de sa poésie. Hein. Le spleen, par exemple, est quand même au centre de sa création poétique. Hein. Donc, au fond, c'est quand même le geste baudelairien de transformer la boue en or, hein, pour reprendre la formule de Baudelaire, donc de transformer finalement la douleur en quelque chose qui peut produire du plaisir esthétique. Hein. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez frappant chez Baudelaire. Hein. Et puis aussi dans notre réception de Baudelaire, c'est qu'au fond, on éprouve une sorte de plaisir à cette douleur baudelairienne. Hein. D'ailleurs, c'était la définition que donnait Bernardin de Saint-Pierre de la mélancolie. Hein, qu'est-ce que c'est que la mélancolie? La mélancolie, c'est le plaisir dans la tristesse. Et je trouve qu'il y a ça dans la poésie de Baudelaire. Donc voilà, moi, les quelques choses qui me viennent à l'esprit. Je pense effectivement que c'est devenu une sorte de topos de la littérature. Dans le malheur, il y a quand même cette idée d'une vocation pour l'écriture. Donc l'écriture se nourrit de ce malheur. Et en plus de cette idée que, et ça on trouve ça chez Edgar Poe aussi, bien sûr, hein, cette brièveté de la vie, et puis aussi le nevermore, hein, le fait qu'on ne revivra plus ce qu'on a vécu, hein, c'est quand même un puissant ferment poétique. Sí, lo entendió, ¿no? En fin, esta capacidad poética que tiene el sufrimiento y esta capacidad de redención que tiene la creación poética frente al sufrimiento. Pero este diálogo entre ustedes dos me hace pensar a mí precisamente en algo que siempre me ha intrigado, que es ese título tan raro de Las Flores del Mal, que tiene precisamente la ambigüedad de la palabra mal, y es lo que voy a preguntar enseguida à Arnaud, n'est-ce pas? Je disais qu'il y a votre dialogue me fait penser à l'ambiguïté de ce titre qui me semble un titre mauvais, ¿no? Les Fleurs du Mal. Il y en a justement deux significations du mot mal, n'est-ce pas? Comment peut-il y avoir des fleurs dans les mal? Oui, dans les malheurs, ce que tu viens de dire, n'est-ce pas? Il y a la souffrance, les mal comme souffrance, c'est ce que tu viens de commenter. Mais il y a aussi les mal comme le péché, comme faire du mal, etc.
Et là, je ne comprends pas comment peut-on parler de fleurs là-dessus. Et donc, voilà, ceci me donne l'occasion de te demander aussi à Juan Carlos Orejudo, qui est un expert de l'air, de nous dire quelque chose sur ce titre bizarre, les fleurs du mal, tout d'abord, bien sûr, Arnaud. Ben, c'est l'idée, effectivement, que le mal peut être fécond, quoi, et que la beauté peut naître de ce qui est son contraire, c'est-à-dire au fond, oui, la dépravation, la luxure, le péché. Oui, c'est évidemment un paradoxe, puisqu'on associe généralement plutôt le bien et le beau, quoi. C'est l'idée platonicienne du bien et du beau. Alors, il y a toute une thématique platonicienne chez Baudelaire avec sa quête de l'idéal, etc. Mais c'est vrai que les fleurs du mal, moi je trouve que c'est pas un si mauvais titre que ça, parce que précisément c'est l'idée que peut germer, peut naître finalement de la dépravation, de l'exécration, quelque chose de beau. Hein. Et Juan Carlos peut sans doute mieux expliquer ça que moi. Tocayo, tu micrófono, Tocayo. Je vais parler y après en français. Yo pienso que digamos, es un título, como bien ha comentado Juan Carlos, de una ambigüedad frappante, ¿no? Llamativa, ¿no? Dado también que digamos, pues Baudelaire buscaba provocar, ¿no? Y chocar al público, ¿no? Una de las partes del libro de Sartre, yo tengo que reconocer que yo me inicié a la lectura de Baudelaire a través de la lectura de ese pequeño texto de Sartre. ¿No? J'ai commencé à lire à Baudelaire, en lisant Sartre comme vraiment l'ouvrage qui m'a ouvert à Baudelaire. Ah oui. Oui, j'ai commencé à avoir la curiosité. Je pense que la curiosité, le désir d'en savoir plus sur un auteur peut commencer par un ouvrage qui n'a pas vraiment une très grande sympathie pour l'auteur. Je pense que il y a une liaison subtile entre l'amour et comment on dirait en français, et haïr, non? La haine. Et la haine, c'est ça. Je pense qu'entre l'amour et la haine, il y a vraiment une force je pense que, par exemple, dans la littérature latine, Catulle, par exemple, exprime cette idée de l'amour et de la haine d'une façon mélangée et vraiment convulsive. On haït ce qu'on aime et à l'envers. De telle manière que le titre, je pense que a l'intention de provoquer et de choquer le lecteur, mais aussi de le faire penser. Et d'une manière de voir que bon, le mal, c'est l'ambiguïté du mot, le mal. Le mal, c'est peut-être aussi le laid, mais c'est aussi le faux. Et le faux, du point de vue moral, c'est d'être dans la faute, non? De se sentir coupable, de n'être pas dans le lieu convenu, de ne pas trouver l'endroit, un endroit dans le monde, non? Se placer dans le monde. Alors, il y a vraiment dans le livre de Sartre cette thématique de l'écrivain qui va à la rencontre de son public. Le public n'est pas là
d'une façon préalable. Vraiment, le public peut-être n'existe pas vraiment comme tel, et l'écrivain doit créer son propre lecteur. Je pense que c'est la situation vraiment un peu complexe de l'écrivain moderne qui commence vraiment par devenir écrivain avec dans la situation de la page blanche. Non. Vraiment, je pourrais écrire ou ne pas écrire. Écrire, c'est vraiment un choix existentiel. C'est pas nécessaire que j'écrive. Et vraiment, l'engagement de l'écrivain dans l'écriture, c'est vraiment un choix existentiel. Être et écrire, être ou ne pas être, écrire ou ne pas écrire, ça devient dans le cadre de l'écrivain moderne, de la modernité, un choix existentiel. De telle façon que la philosophie, la pensée, devient un peu de la littérature. C'est-à-dire, la pensée moderne est un peu déroutante, va par des chemins peu communs. Et ça, c'est une des questions que vraiment pose le titre des Fleurs du Mal. C'est un titre qui peut être philosophique, mais son contenu est vraiment littéraire. C'est vraiment une des questions les plus frappantes de la pensée contemporaine. Et dans le cas de Sartre, c'est évident, il fait de la littérature et de la philosophie. Et peut-être que c'est vraiment pas nécessaire de le penser comme ça, mais c'est pas un fatalisme. Mais la philosophie actuelle vraiment est vraiment engagée dans la littérature, dans des cas vraiment très, très concrets. On ne peut pas faire une généralisation, mais la frontière entre littérature et poésie et philosophie est de plus en plus moins différenciée. Alors, bon, ce seraient mes petites remarques sur cette... alors, c'est pour ça que peut-être que Baudelaire a vraiment frappé les grands penseurs, écrivains, donc, comme Bataille, Blanchot, et bien sûr, les poètes comme Bonnefoy. Moi, j'aime bien les livres de Georges Bellin, je les ai lus avec grand plaisir, vraiment un grand penseur aussi, et de Georges Poulet aussi, j'aime bien les remarques qu'il a fait sur toute la littérature française, vraiment. Je pense que la littérature a donné à penser les grands philosophes. C'est vrai. C'est une des questions qu'on peut retenir de cette relation entre Sartre et Baudelaire. Oui, c'est vrai que, en tout cas en France, hein, très, très clairement, la littérature et la philosophie ont toujours été extrêmement mêlées, et c'est d'autant plus vrai au XXe et au XXIe siècle, hein, où on a une philosophie qui est extrêmement, extrêmement littéraire. Hein. Voilà, Sartre en est un bon exemple, mais bien sûr, des auteurs plus contemporains comme Jacques Derrida ou Jean-Luc Nancy en sont aussi de très belles illustrations. Hein. Et réciproquement, comme vous le disiez, des auteurs comme Georges Poulet ou Georges Blin donnent à penser. Donc des écrivains ou des critiques littéraires sont aussi des penseurs. Hein. Très, très clairement, voilà, ça va bien au-delà simplement d'une réflexion sur la littérature. Mais
voilà, ou quand on lit Roland Barthes, bon, il y a de la pensée, hein, bien sûr. Tout à fait. Ça, c'est le propre un petit peu de notre tradition continentale, comme on dit, hein, par opposition à la philosophie analytique anglo-saxonne, qui, elle, est au contraire une philosophie assez technique, qui se dissocie très fortement de la littérature. Oui, absolument. D'accord, c'est vrai. Moi, j'aime bien aussi, pour citer un autre auteur vraiment admirable, Jean Starobinsky, aussi, vraiment, il a laissé une œuvre admirable. Il a vraiment voulu incarner les auteurs, les grands auteurs, et les faire voir tels comme ils ont voulu se voir eux-mêmes. Ça, je pense que c'est la grande, on pourrait dire, le grand travaux de ces critiques. C'est vrai que dans la tradition de baudelairienne, l'écrivain est aussi un critique. Un critique, quelquefois, on fait de Baudelaire un critique social, non, un critique politique, un peu dans la voie de Walter Benjamin. Mais vraiment, Baudelaire a été un critique d'art, littéraire, musical, vraiment épatant. Et en même temps, il a été un poète. C'est vraiment, on dit, Baudelaire a une très mince œuvre, une œuvre très, très restreinte par rapport à Victor Hugo, même Théophile Gautier écrit encore plus. Baudelaire souffre d'une liberté créatrice vraiment souffrante pour lui-même. Non, il veut se libérer du romantisme, d'un romantisme sentimental, et d'autre part, il ne veut pas devenir un technicien de la création d'une façon comme un ingénieur, même s'il admire Poe dans ce sens. Il veut être vrai, authentique, mais il ne peut pas l'être. Et ça, c'est une chose qu'on peut voir vraiment à travers sa poésie, mais dans son œuvre, dans ses journaux intimes, on voit vraiment un Baudelaire qui se démasque, qui s'offre un peu à nu. Non. Il le dit lui-même, il veut être supérieur aux confessions de Rousseau, il veut vraiment démasquer l'homme. Et je pense que ça, c'est la part la plus maudite de l'écrivain qui est récupérée par Sartre. Et je pense que vraiment, c'est peut-être une le destin tragique de l'écrivain moderne. Je pense que Baudelaire représente un peu le dérisoire de l'écriture, de l'écrivain face à son destin et face au monde qu'il est en train de revivre et de représenter. Je suis complètement d'accord, tout à fait. Il est dans le monde qu'il critique. Il est situé dans un monde qu'il déteste. Il ne peut pas s'en débarrasser de se voir dans le mal. Et c'est ce qui le rend très touchant. Moi, je trouve que Sartre est trop sévère à l'égard de Baudelaire, c'est-à-dire il estime que c'est factice, que c'est une sorte de mise en scène, alors que je pense que la douleur,
le malheur de Baudelaire est vraiment authentique. Hein. Il souffre d'être dans ce monde, effectivement. Hein, que c'est pas simplement une pause. Et Sartre est, je trouve, d'une injustice, parce que il n'y a pas de sympathie, voilà. Et je pense que quand on lit un écrivain, même si évidemment il ne faut pas être dupe de tout ce que l'écrivain dit, il faut au moins avoir un petit peu de sympathie pour. Hein, voilà, en l'occurrence, oui, moi aussi je suis très touché quand je lis les journaux intimes de Baudelaire. Hein. Je trouve que c'est un personnage tout à fait, voilà, extrêmement pathétique et vraiment très, très touchant. Je pense que malgré soi, Sartre transmet un Baudelaire touchant. Même Malgré soi. Malgré soi. Malgré soi. Malgré soi. Oui. Bien sûr, c'est vrai. Je pense que vous avez raison. Sartre projette sur Baudelaire son propre image. L'idée du narcissisme, de la mauvaise foi, c'est peut-être un peu exagérer l'image de Baudelaire. Mais d'autre part, je pense que Sartre vraiment aurait voulu vivre sa vie comme un roman. Et je pense que son engagement dans l'écriture est vraiment son vrai engagement. Comme vous l'avez dit, Sartre voulait être avant tout un écrivain. Oui, c'est lui qui le dit. Hein. Très clairement, il a l'image du grand écrivain et il veut correspondre à cette image-là. Il a tout fait pour et il a réussi d'une certaine manière. Hein. Avant, effectivement, dans les mots, de devenir critique, hein, quand même, très critique de cette posture de l'écrivain qui veut accéder à l'immortalité. Hein. Complètement. Et j'aime bien cette idée qu'il transmet quand même une image de Baudelaire touchante en dépit de tout ce qu'il peut bien raconter. Oui. Pensez-vous par exemple qu'il avait une certaine envie de Baudelaire, une jalousie. Une petite jalousie de Baudelaire, qu'il aurait voulu être le grand écrivain Baudelaire, mais Baudelaire, pour lui, ne méritait pas la gloire qu'il aurait lui, mérité. Oui, alors, c'est vrai que Sartre, par exemple, est absolument dépourvu de toute qualité poétique. Hein. Ça, on peut lui reconnaître plein de choses. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a pour moi, un grand dramaturge. Hein. J'aime beaucoup le théâtre de Sartre, et puis même un romancier extraordinaire. Mais alors, à ma connaissance, hein, il n'a jamais écrit de poésie, d'ailleurs. Hein. Donc, il devait y avoir quand même une espèce de jalousie, hein, je suis assez d'accord. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même assez frappant, c'est que Sartre, il écrit toujours sur les écrivains qu'il déteste. Quoi. Parce que Flaubert, par exemple, c'est aussi un écrivain qu'il ne supporte pas pour ses engagements, ou plutôt ses non-engagements politiques, pour son côté aristocratique. C'est un peu le paradoxe. Hein, il y a effectivement une sorte d'amour-haine, et les deux sont très très liés. Hein. Là aussi, je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, parce qu'en même temps, il admire complètement Flaubert, ça c'est sûr. Hein. Il ne le dit pas de Baudelaire, mais il dit quand même que ses vers sont admirables. Hein. Donc ça, c'est ce qu'il dit lui-même. Donc il y a quand même une admiration. Mais cette admiration, ça tourne au jeu de massacre. C'est un petit peu... voilà, c'est un peu comme ça toujours que fonctionne quand même Sartre. Hein. Parce que avec les philosophes, c'est pareil. Hein. Il aime... il est ébloui par Husserl quand il va lire les textes de Husserl à Berlin en 1933. Mais le premier article qu'il écrit, c'est pour démonter complètement Husserl. La transcendance de l'ego, c'est pour dire, moi, Husserl raconte n'importe quoi sur le moi n'existe pas. Voilà, donc il faudrait étudier ça chez Sartre, hein, cette espèce de jeu paradoxal. Je démonte ce que je déteste. Oui, peut-être parce que c'est l'autre de lui-même. C'est ça. C'est pour ça que je mets bien l'image du miroir, parce que chez
Chez Lacan, le miroir, c'est à la fois, on est ébloui par le miroir, mais aussi on déteste ce à quoi on s'identifie. Donc il y a ce double jeu. Et puis, il y a un autre dans ces miroirs qui est les bourgeois, n'est-ce pas? Ah oui. Parce qu'il y a l'écrivain et son public. Mais quel est le public de Sartre? Quel est le public de Baudelaire? C'est le bourgeois, n'est-ce pas? C'est l'homme moderne. Réalisé, pardon. L'homme moderne, enfin, est sorti de l'ancien régime, donc paradoxalement pas encore sorti du christianisme, de la morale traditionnelle, etc. N'est-ce pas? Donc, enfin, je devance déjà. Pourquoi cette nécessité d'épater les bourgeois, de les déranger, de les choquer chez Baudelaire, n'est-ce pas? Donc, pas seulement cette haine de soi, mais la haine du bourgeois, de la bourgeoisie, de cette nouvel ordre social, politique, économique. J'aime bien la formule de Jules Renard qui dit le bourgeois c'est toujours l'autre, quoi. C'est vrai que c'est l'autre dont on veut se démarquer. Évidemment, Sartre déteste les bourgeois, Baudelaire aussi veut choquer le bourgeois, mais au fond, oui, il y a toute cette réflexion que conduit Sartre, qui n'est pas très, très approfondie encore dans le Baudelaire, mais sur le déclassement de l'écrivain. Et c'est vrai que, bon, l'écrivain au XVIIe, au XVIIIe siècle en France, c'est quand même avant tout quelqu'un qui est à la cour du roi, qui est un petit peu un poète officiel ou un écrivain officiel. Et puis tout à coup, au XIXe siècle, il est complètement projeté dans un tout autre monde. Alors ça, Benjamin en a très bien parlé à propos de Baudelaire, dans le monde de la marchandise, dans le monde de la vulgarité, quoi. Et lui-même doit vendre d'une certaine manière ses romans ou ses poèmes comme si c'était une vulgaire marchandise. Et il est effectivement dans cette espèce d'ambivalence, encore une fois, puisque d'un côté, il est bien obligé, lui, de s'acoquiner avec le monde bourgeois, et en même temps, ce monde bourgeois, il le déteste, parce qu'il incarne toutes les valeurs qu'il rejette. C'est-à-dire, pour Baudelaire, évidemment, la gratuité, la beauté, et pour Sartre, bien sûr, le bourgeois, c'est évidemment tout ce qu'il déteste aussi, et qu'il raconte très bien dans La Nausée. Ce sont ces gens avides de notoriété, de reconnaissance. Et pourtant, oui, bien sûr, pourtant, en même temps, l'autre, c'est quand même un peu moi. Quisiera insistirle a las personas que nos acompañan que pueden plantear sus preguntas en español y nosotros con gusto les traducimos. No estamos traduciendo las respuestas, lo decía hace rato, para pues, poder aprovechar al máximo la presencia del profesor Tomés. Tocayo, ibas a intervenir. Seulement pour introduire un terme de Baudelaire, l'écriture comme opération évocatoire, magique, ça, c'est une des thèmes de Baudelaire qui font penser que l'échec de l'écrivain ou bien le succès, on ne peut pas l'expliquer d'une façon rationnelle. On ne sait pas pourquoi il y a quelques écrivains qui ont du succès et d'autres qui souffrent l'échec. Vraiment, et ça, et ce problème vraiment touche l'écrivain d'une façon profonde dans son existence, de ne pas savoir comment son œuvre va être reçue, comment son œuvre va être... et ça, vraiment, c'est une question, par exemple, je me souviens d'une remarque de Pichois, je pense, qui disait que Baudelaire ne voulait pas faire une école baudelairienne.
il détestait l'idée de l'école baudelairienne. Et au moment où on lui disait qu'il avait des admirateurs, Mallarmé, Verlaine, il ne voulait rien savoir de ça. Et quelques auteurs pensaient que même l'idée d'une école baudelairienne aurait pu le mener à la mort. C'était une idée vraiment pour lui épouvantable. Alors, ça c'est vraiment une des questions vraiment que pose l'œuvre de Baudelaire et vraiment la situation de l'écrivain de Sartre, par exemple, un écrivain de succès, vraiment reconnu, admiré de tout le monde, même si les idées qu'il exprime parfois ne sont pas vraiment reçues de la même façon. Je pense que l'écrivain, il transmet des idées, mais d'une façon si belle. Non? La beauté de l'écriture, parfois, nous fait passer, les idées, c'est pas si important, c'est la manière d'écrire qui est importante. Alors, Sartre, je pense qu'il a vraiment exploité le potentiel de l'écriture dans ce sens. Et pas tellement dans le sens de Baudelaire, non, comme opération magique, mais si d'une façon rhétorique, une rhétorique très parfois gonflée, très dont on voit le narcissisme de l'écrivain. Complètement, oui. Oui, d'ailleurs, il distinguait assez radicalement son œuvre philosophique, hein, dans laquelle il y a assez peu de recherche stylistique, et puis son œuvre littéraire, hein, à laquelle il apportait un énorme soin. Donc, il y avait un peu cette idée étrange que l'écriture philosophique ne mérite pas vraiment d'avoir des qualités esthétiques, ce qui est parfaitement discutable. Hein. Et ça, c'est assez étonnant chez Sartre. Je trouve intéressant ce que vous disiez sur le fait que Baudelaire ne voulait pas avoir du tout de disciples ou d'école baudelairienne. Ça renvoie effectivement à l'idée de la stérilité, hein, dont parle Sartre. Hein. Voilà, c'est étonnant d'ailleurs, hein, puisqu'on dit toujours que finalement, bon, l'écrivain quand même, le génie, c'est celui qui est exemplaire, qui veut fonder une école, et oui, Baudelaire allait jusqu'à redouter d'être. Je savais pas, je ne savais pas du tout que c'était le cas. Oui, vraiment, c'était le cas, et c'est vraiment bon. La fin de Baudelaire à Bruxelles, c'était vraiment, comme dit Pichois, son voyage vraiment, son dernier choix existentiel, qui était pour lui la mort. Parce que vraiment, Paris, c'était son lieu privilégié comme poète. Même parfois, on se demande pourquoi il n'écrivait pas à Neuilly avec sa mère, dans la tranquillité de la campagne. Et non, Baudelaire se sentait vraiment poète dans la tension frénétique de la ville. Et bon, il avait besoin vraiment du contact avec les autres, même s'il voulait être seul d'une façon vraiment voulue et parfois désespérée. Sa solitude, comme écrivain, je pense que c'est la solitude un peu de tous les écrivains qui se veulent comme tels. Écrire est une chose et lire est une autre.
Je pense que les deux parties du livre de Sartre, Les mots, manifestent un peu la situation tragique de l'écrivain moderne. Écrire, c'est mettre tout son être dans l'écriture, et après, on ne sait pas ce que l'œuvre va devenir. Le lecteur, bon, il est libre, au sens sartrien. Au sens sartrien. On ne peut pas déterminer la lecture d'une façon absolue, même si les grands auteurs ainsi le font. Ils veulent créer son lecteur. C'est ça. Et cette choix de Paris peut-être souligne justement l'importance de la présence du lecteur, que le fait que l'on écrit pour les autres, n'est-ce pas, on a besoin d'être auprès d'eux. Et en Espagne, Madrid, au moins à l'époque d'Unamuno disait la cour pour dire Madrid, n'est-ce pas? Et donc peut-être la cour de ces écrivains modernes, français, c'est Paris, n'est-ce pas? Il avait besoin d'être à Paris ou d'être dans les médias. Peut-être quelque part il était à sa manière, comme Sartre à la sienne, enfin, un intellectuel médiatique, n'est-ce pas? Et les journaux, les salons, les revues, c'était ça la cour. Comme aujourd'hui la télé ou l'internet ou je ne sais pas quoi, non? Après, par Balzac, par exemple, hein, le fait que, voilà, on n'est rien si on ne monte pas à Paris. Un écrivain de province, comme dans Illusion perdue, un jeune poète de province n'est strictement rien, quoi. Il devient vraiment un écrivain s'il va à Paris. Je pense je pense la dimension stimulante de la grande ville, quoi, aussi. Aussi, bien sûr. La foule, n'est-ce pas, cette possibilité de s'y perdre, etc. Mais Juan Carlos, tu allais dire quelque chose? Oui, pour un peu montrer la rupture entre l'auteur et le lecteur. Par exemple, je voudrais poser quelques exemples. Heidegger, par exemple, le grand philosophe du XXe siècle, mais être étant, pour lui, c'était un peu un échec. Il n'avait pas atteint à compléter l'œuvre. La seconde partie n'a pas été faite. Rousseau, le contrat social, il disait que c'était un livre manqué. Et quand même, l'œuvre de Rousseau, c'est un grand philosophe. Les auteurs voient leur œuvre d'une façon et le lecteur d'une autre. Je pense à Carlos Marx. Non? Il était fier de quelques œuvres, mais les tomes 2 et 3 du Capital, il ne les a jamais publiés. Alors, vraiment, la rigueur de l'écrivain est plus forte que celle du lecteur. Le lecteur, il aime l'auteur, dans son il l'aime. Et on dit que Sartre n'aimait pas l'existentialisme et un humanisme, un texte que Arnaud connaît très bien. Et il y a quelques 4-5 semaines, je ne sais pas combien, sur France Culture, à la cour, les médias devraient présenter les textes les plus influents du XXe siècle. Et parmi les peu de textes influents du XXe siècle, il y avait ce texte-là. Malheureusement. C'est pas le meilleur texte de Sartre. Je suis d'accord. Et bon, et si on pense par exemple à Kafka qui voulait brûler toute son œuvre, alors on pense que vraiment les auteurs n'aiment pas leur œuvre. Je pense que c'est vraiment on pourrait faire une psychanalyse, une psychologie de l'auteur par rapport à son œuvre. Et je pense que la plupart des auteurs n'aiment pas leurs œuvres. Oui. Donc, et Sartre n'a pas publié beaucoup d'œuvres. Hein. Il n'a jamais écrit le
le traité de morale qu'il annonce à la fin de L'être et le néant, il n'a jamais écrit le tome 2 de la critique de la raison dialectique, l'idiot de la famille s'arrête au moment où Flaubert va écrire Madame Bovary, donc on est très très loin du compte. Enfin, il y a beaucoup de textes qui sont restés inédits chez Sartre, hein, et certains d'ailleurs qu'on n'a jamais retrouvés malheureusement. Donc oui, il y a une forme d'insatisfaction qui est assez forte chez l'écrivain. Oui, il y a, comme vous disiez, une certaine masochisme dans le procès d'écriture et vraiment la déconstruction, peut-être, est un peu le phénomène. Non Il nous reste quelques minutes avant de devoir passer à l'autre séance. Je voudrais vraiment profiter de la présence de Arnaud et attirer ton attention sur la tension Sartre-Heidegger et par rapport à un sujet que vous traitiez tout à l'heure, la qualité littéraire de la philosophie française, n'est-ce pas, que la présence heideggerienne, la présence allemande a quand même ruiné un petit peu ces dernières décennies. Et justement au moment où la figure de Sartre pertrait devant l'aura d'Heidegger, qu'est-ce que tu en penses sur cela et comment tu pourrais inviter les publics hispanophones, parce qu'on va traduire tout cela, à reprendre Sartre, relire Sartre, récupérer Sartre? Alors, oui, il y a une influence assez délétère de la philosophie allemande sur la philosophie française, hein, du point de vue de l'écriture, tout simplement. Hein, c'est-à-dire, il y a des tics d'écriture, hein, mais même chez Sartre, malheureusement, hein, il y a beaucoup de passages de L'être et le néant qui sont difficilement lisibles aujourd'hui. Donc effectivement, ça nous amène à nuancer un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la qualité littéraire de la philosophie française, parce que malheureusement, il y a quand même ce style assez lourd, assez obscur, que même Sartre a un petit peu contribué à développer. Hein. Ceci dit, oui, je crois que dans les textes de psychanalyse existentielle, on a peut-être là le meilleur de Sartre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est-à-dire c'est effectivement un Sartre qui pense, hein, mais en même temps, il n'abandonne pas sa qualité d'écrivain. Voilà, quand on lit le Baudelaire, il y a des passages vraiment éblouissants, hein, qui sont très très bien écrits, ou le Saint-Genès, comédien et martyr. Donc, effectivement, le public hispanophone, hein, je ne peux que l'inviter à lire et à relire Sartre, et notamment ces textes un petit peu laissés pour compte de la psychanalyse existentielle. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être il y a eu la concurrence de la vraie, entre guillemets, psychanalyse, hein, et du coup, on lit moins ces textes, l'idiot de la famille, ou Saint-Genès, comédien et martyr, alors que peut-être que c'est ce que Sartre a le mieux réussi, au fond. Hein. Peut-être qu'il a réussi justement là à mêler la philosophie et la littérature d'une manière assez extraordinaire, puisque ce sont des œuvres qui ressemblent à rien, qui sont complètement inédites, originales, je trouve. Et où Sartre, effectivement, a à la fois les qualités d'analyse du philosophe, et puis en même temps ne cède en rien pour ce qui est du style. Donc voilà. Ensuite, bon, personnellement, je trouve que la littérature de Sartre reste quand même quelque chose d'une force, d'une intensité extraordinaire. Hein. Il faudrait relire les Chemins de la liberté, par exemple, qui était, je ne sais pas pourquoi, ça n'est plus du tout, y compris en France, hein, c'est des choses qu'on ne lit plus vraiment. Ça a été un petit peu laissé de côté par le nouveau roman, un peu méprisé, on va dire, alors que ce sont vraiment des textes extraordinaires. Tout à fait. Tocayo. Quería comentar que abusando de la paciencia y de la generosidad
de Arnaud, realmente comentarles que no tenemos presión del tiempo. O sea, digamos, después de las 12, de las 2, no tenemos ninguna, digamos, actividad de manera que podemos extendernos un poquito más, siempre y cuando Arnaud pues, nos ofrezca su tiempo de manera pues, tan generosa. Claro, para ellos ya son las 9 de la noche, aquí son las 8. Je ne sais pas si tu as compris, Juan Carlos me corrige. Il n'y a pas une activité tout de suite après, donc du côté des organisateurs, on a du temps. Mais je ne sais pas si toi, tu es trop fatigué parce que... Ouais, moi, je vais vous laisser. Il est vrai qu'il est 21h ici. En fait. Oui, c'est ce que je dis. Donc, je vais retourner un petit peu à mes occupations familiales, en vous remerciant beaucoup pour ce dialogue passionnant. Hein, vraiment, ça fait vraiment plaisir déjà de te retrouver, Juan Carlos, hein, et puis aussi de discuter à propos de Baudelaire, à propos de Sartre. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Voilà, mais je vais devoir vous quitter. Je comprends tout à fait. Moi aussi, j'ai une heure de moins, mais je suis déjà un peu fatigué parce que c'est déjà 20h. On comprend tout à fait. Et voilà, on te remercie. On est très content d'avoir écouté ton travail tellement profond, bien bâti, bien desafiante. Le français, il faut le pratiquer après. On perd les... Oh, ça va. Tu n'as pas trop perdu. Et déjà, il y a ces nouveaux médias, il faut les exploiter davantage. Donc, c'est formidable quand même ce qu'on peut faire. N'est-ce pas? Donc, il faut se donner rendez-vous bientôt pour continuer cette conversation, cette travail sur la philosophie française que a Zacatecas Juan Carlos Orejudo présente, que moi, enfin, en bougeant entre Querétaro et Las Palmas et ailleurs, moi j'essaie aussi de la suivre. Donc, Arnaud, vraiment, merci. Merci à vous et à bientôt alors. À bientôt. Merci pour votre sagesse. Et votre vraiment, pour nous, ça a été vraiment un très grand plaisir. Vraiment. Merci, plaisir partagé. Merci. Gracias a todas las personas que nos han acompañado, ¿no? Por su compañía silenciosa, que como les digo, ya procuraremos que tengan acceso más a la traducción del texto y la traducción de la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnaud. Hasta muy pronto. Gracias.